qu'avons-nous ici? C'est un ensemble de médailles Sako de la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais 5 000 $. C'est quelque chose qui me préoccupe. Voici les mots exacts d'un professeur à la retraite qui a découvert que l'ancienne horloge familiale, transmise de génération en génération pendant des siècles, était liée à l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire britannique. Et si les objets que tu considères comme insignifiants cachèrent des secrets d'une valeur inestimable? As-tu déjà eu l'impression qu'une médaille militaire oubliée dans un grenier te regardait, comme si elle voulait raconter sa véritable histoire? Ce qui semble ordinaire peut en réalité cacher des secrets extraordinaires, comme cette montre vieille de 4 siècles, qui contenait dans ses engrenages l'histoire d'un empire, une pièce estimée à plus de 50 000 $ par ceux qui connaissent sa vraie valeur. Dans les prochaines minutes, nous allons révéler 5 énigmes historiques qui te feront reconsidérer chaque objet hérité en ta possession. Je te préviens, après avoir entendu ces histoires, tu ne regarderas plus jamais tes objets de famille de la même manière. Numéro 5. La médaille d'une organisation secrètement puissante. Quand il a vu pour la première fois la médaille de la Sino-American Cooperative Organization, SACO, il a ressenti un choc immédiat. Pas à cause de sa beauté ou de ses matériaux précieux, mais à cause de l'histoire cachée qu'elle représentait. Le vendeur, un homme d'environ 60 ans, avec une posture droite et une allure militaire, a posé une boîte noire sur le comptoir. En l'ouvrant, il a révélé une médaille en bronze, de la taille d'une pièce de 50 centimes. Sur la face avant, un dragon chinois entrelacé avec un aigle américain. Sur l'arrière, des caractères chinois et l'inscription SACO. Cet objet avait une signification particulière. Le vendeur a expliqué que son père avait servi en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas comme soldat régulier, mais dans une unité de renseignement ultra secrète. Peu de gens connaissaient l'existence de SACO, également appelés les pirates de l'amiral Miles, une force secrète qui avait formé plus de 97 000 combattants chinois contre l'occupation japonaise. Mais ils faisaient bien plus que combattre. Ils avaient mis en place des réseaux d'espionnage, des stations météo clandestines et avaient sauvé des pilotes alliés abattus derrière les lignes ennemies. Le détail le plus impressionnant, cette petite organisation aurait contribué à la mort de plus de 23 000 soldats japonais, un chiffre comparable aux pertes américaines à Iwo Jima. La médaille, selon le vendeur, était une récompense donnée aux soldats américains et chinois ayant participé à SACO. Son père l'avait reçue directement de l'amiral Milton Mary Miles, le commandant de l'unité. Pour prouver son histoire, il montra des ordres de mission tamponnés, des photos en noir et blanc de soldats chinois et occidentaux ensemble, et même une lettre signée par Dai Li, le célèbre chef du renseignement du gouvernement nationaliste chinois. Intrigué, Rick appela un expert en médaille militaire. Un homme aux cheveux gris, portant des lunettes à monture métallique, arriva peu après. Il examina la médaille avec des gants en coton et confirma son authenticité. Mais il précisa aussi un point crucial. Il ne s'agissait pas d'une médaille originale remise pendant la guerre, mais d'une version commémorative, produite dans les années 1950 quand certains vétérans de SACO avaient commencé à se rassembler. Les médailles originales de l'époque étaient extrêmement rares, car à cause du caractère secret de l'opération, aucune récompense officielle n'était remise à ce moment-là. Le vendeur, conscient de sa valeur historique, demanda 5 000 $. Rick, prenant en compte l'avis de l'expert et la faible demande de collectionneurs pour ce type d'objet, offrit 250 $, expliquant qu'il faudrait un acheteur très spécifique. Le vendeur refusa, persuadé que la médaille représentait bien plus qu'un simple objet. Il demanda au moins 3 000 $. Après plusieurs négociations, Rick monta à 500 $, mais l'écart restait trop important. Finalement, le vendeur préféra garder la médaille pour ses petits-enfants. Dans des cas comme celui-ci, où l'objet cache une histoire presque oubliée, sa place n'est peut-être pas dans une vitrine de magasin, mais dans une collection familiale, ou même dans un musée. Numéro 4, la montre End of Days d'Arnold Schwarzenegger. Quand on mélange Hollywood, montre de luxe et édition limitée, on obtient quelque chose d'irrésistible pour tout collectionneur. Et cette combinaison parfaite est apparue sous les yeux de Rick, quand un vendeur sûr de lui entra dans la boutique avec une mallette en aluminium fermée par une combinaison. Le genre de mallette qui contient soit quelque chose de très précieux, soit de très dangereux. Ce qu'il en sortit était sans doute la première option. Une Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days. Une pièce immédiatement reconnaissable comme l'une des plus mythiques du monde des montres de collection moderne. La montre était une œuvre d'art suisse, avec une touche hollywoodienne. Boîtier en acier inoxydable de 42 mm avec revêtement noir mat PVD, aiguille à jaune fluorescente, bracelet en caoutchouc texturé, un look masculin, audacieux, futuriste, parfaitement dans l'esprit de la fin des années 90 quand la peur de l'an 2000 influençait le design et le cinéma. Cette montre fut créée en 1999 pour accompagner la sortie du film End of Days, un thriller apocalyptique dans lequel Arnold Schwarzenegger joue un ex-policier qui doit empêcher Satan de trouver une épouse à la veille du nouveau millénaire. Ce n'était pas juste un accessoire de film.
C'était l'une des premières collaborations majeures entre une marque de montres de luxe et une production cinématographique. Ce qui rend ce modèle particulièrement recherché, sa rareté extrême. Audemars Piguet n'a produit que 500 exemplaires, chacun numéroté individuellement au dos du boîtier. Celui qui se trouvait devant Rick portait le numéro 3 187 sur 500. Le vendeur, un investisseur de la Silicon Valley et collectionneur occasionnel, expliqua qu'il l'avait acheté 3 ans plus tôt lors d'une vente aux enchères privée à Genève. Il déploya sur le comptoir tous les documents, certificat d'authenticité d'Audemars Piguet, boîte d'origine, manuel et même des coupures de presse montrant Schwarzenegger portant ce modèle pendant la promotion du film. Mais en examinant tous les papiers, un détail manquait. Aucune preuve que cette montre-là, la numéro 3 187, ait été réellement portée par Arnold pendant le tournage ou les événements. Elle était bien authentique en édition limitée. Mais avait-elle orné le poignet du Terminator? Impossible à dire. Le vendeur demandait 40 000 $. Pour référence, le prix de vente initial en 1999 était d'environ 13 600 $ et des modèles similaires avaient été vendus récemment entre 22 000 et 28 000 $. Rick, toujours prudent, appela son expert en montres de luxe. Ce dernier confirma l'authenticité et l'excellent état de la pièce, mais souligna l'absence de preuves directes d'un lien avec Schwarzenegger. Et cela change tout. Une montre simplement du même modèle qu'une star peut valoir un peu plus. Mais une montre portée réellement par une célébrité peut valoir 5-10 fois plus. Sans cette preuve, la montre valait beaucoup moins que les 40 000 $ demandés. Rick proposa 20 000 $, expliquant qu'il devait garder une marge pour revendre et qu'un tel modèle nécessitait un acheteur très particulier. Le vendeur refusa d'aller en dessous de 35 000. Après plusieurs échanges, la négociation échoua. Numéro 3. Une montre avec 400 ans d'histoire. Quand cette ancienne montre anglaise est arrivée dans la boutique, il était tout de suite évident qu'il s'agissait d'un objet extraordinaire. 4 siècles d'histoire condensés dans un mécanisme qui, contre toute attente, fonctionnait encore avec la précision d'un danseur expérimenté, répétant une chorégraphie perfectionnée au fil des générations. Le vendeur, un professeur d'histoire à la retraite, les mains tremblantes mais le regard vif, la manipulait avec la révérence d'un objet sacré. La montre d'environ 8 cm de diamètre était contenue dans un boîtier en argent richement décoré. Des gravures florales entrelacées avec des figures mythologiques racontant leurs propres histoires silencieuses. Le cadran en porcelaine blanche, légèrement jauni par le temps, affichait des chiffres romains peints à la main. Certaines zones étaient plus décolorées que d'autres, montrant où le soleil avait touché le cadran le plus souvent au fil des décennies. Les aiguilles, véritables chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, avaient été forgées dans le même métal que le boîtier et se terminaient par des motifs en fleurs de lys, si délicats qu'il semblait incroyable qu'ils aient survécu à 400 ans d'utilisation. Le verre, légèrement opaque, contenait de petites bulles d'air, preuve de sa fabrication artisanale bien avant l'ère industrielle. Cette montre est dans ma famille depuis 5 générations, expliqua le vendeur. L'histoire familiale disait qu'elle appartenait à un riche marchand anglais ayant fait fortune dans le commerce des épices avec l'Inde au début du 9e siècle, pendant les premiers jours de la Compagnie britannique des Indes orientales. Il aurait offert la montre à son fils quand celui-ci partit étudier à Oxford, pour qu'il n'oublie jamais la valeur du temps. Rick examina attentivement les poinçons à l'arrière du boîtier. Le lion passant, symbole classique de l'argent sterling britannique, confirmait l'authenticité du métal. Un autre poinçon indiquait Birmingham comme lieu de fabrication, l'un des centres d'orfèvrerie les plus prestigieux de l'époque élisabéthaine. Un troisième poinçon, partiellement effacé, identifiait le fabricant, un maître horloger dont les créations étaient déjà très recherchées à l'époque. Mais ce qui rendait cette montre exceptionnelle, ce n'était pas seulement son ancienneté, c'était surtout son état de conservation remarquable. Elle avait survécu à des guerres, des incendies, des révolutions, alors que des milliers d'objets similaires avaient été détruits ou rendus obsolètes. Celle-ci fonctionnait encore. Rick ouvrit l'arrière de la montre avec des outils spécialisés. À l'intérieur, le mécanisme était une merveille d'ingénierie ancienne. Échappement à encre, roue parfaitement dentée, ressorts et leviers délicats. Tout fonctionnait avec une précision étonnante, surtout pour un objet fabriqué sans machine moderne. Chaque pièce avait été taillée et polie à la main, par des artisans dont les noms sont oubliés, mais dont l'habileté reste vivante dans cet objet. L'expert en montres anciennes que Rick appela arriva rapidement, comme quelqu'un qui sait qu'il va voir quelque chose d'exceptionnel. Avec ses loupes et ses pinces, il confirma ce que Rick soupçonnait déjà. C'était bien une montre anglaise authentique du début du 9e siècle. Certains composants internes avaient été remplacés au fil du temps. Un ressort ici, une roue là. Mais chaque réparation avait été faite avec soin, en respectant le style de l'époque. Ce qui fascinait le plus, c'était d'imaginer le voyage silencieux de cette montre à travers le temps. Les mains qui l'avaient tenue, des marchands calculant leurs profits, des nobles se dépêchant d'arriver à la cour, des dames victoriennes surveillant l'heure du thé. Elle avait mesuré le temps pendant la guerre civile anglaise, la révolution industrielle, les 2 guerres mondiales. Et maintenant, elle se trouvait là, sous les néons d'un magasin de Las Vegas, une ville qui n'existait même pas quand les aiguilles de cette montre ont commencé à tourner. Le programme ne révéla pas le prix final de la transaction, mais le regard de Rick en disait long. L'offre avait été généreuse.
Des experts consultés ensuite ont estimé que cette montre, dans cet état et avec cette authenticité, pourrait facilement valoir entre 30 000 et 50 000 $, voire plus si son histoire pouvait être mieux documentée. Numéro 2, les bagues du Super Bowl des 49ers. Passons maintenant à des objets modernes mais sacrés pour beaucoup d'Américains, les bagues du Super Bowl. Un vendeur entra, confiant, avec 3 bagues du Super Bowl des San Francisco 49ers. Il en demandait 37 500 $ chacune ou 112 500 $ pour le lot. Les bagues brillaient sous les lumières du magasin, énormes, ornées de diamants et de pierres précieuses. Rick expliqua comment ces bagues ont évolué au fil des années. Au départ, la NFL imposait des règles strictes sur les matériaux et les designs, mais avec le temps, les équipes ont commencé à personnaliser librement leurs bagues. Ce sont les bagues des Super Bowl 23, 24 et 29, expliqua le vendeur, un ancien employé de l'équipe qui voulait rester anonyme. Les 49e ont gagné 5 titres au total, mais ces 3-là représentaient l'ère Steve Young, après Joe Montana. Chaque bague était unique. Celle du Super Bowl 29, jouée en 1995, était la plus grande. Elle contenait 5 gros diamants au centre, symbolisant les 5 titres de l'équipe, entourés de dizaines d'autres diamants montés sur de l'or 14 carats. L'expert, en se basant sur les ventes récentes, estima chaque bague entre 30 000 et 35 000 $, selon le match et l'état, moins que les 37 500 $ demandés par bague. Ces bagues ne sont pas juste des bijoux, ce sont des symboles de victoire, d'efforts collectifs, de stratégie brillante et de gloire. Chaque bague raconte une saison entière de sacrifices et de triomphes. Après des négociations, l'accord échoua. Rick ne voulait pas aller au-delà de 75 000 $, tandis que le vendeur exigeait au moins 85 000 $. Je dois les vendre ensemble, insista le vendeur. Elles représentent une ère entière de l'équipe. Finalement, le vendeur repartit avec ses bagues, espérant trouver un meilleur prix dans une maison de vente spécialisée dans les objets sportifs. Numéro 1, la Rolex de Bernie Madoff. Quand l'infamie ne suffit pas. Les objets historiques anciens fascinent, mais les objets modernes associés à des scandales attirent aussi les collectionneurs. Et peu d'histoires sont aussi célèbres que celle de Bernie Madoff, auteur de la plus grande fraude de type Ponzi de l'histoire. Il a volé plus de 65 milliards de $ à des milliers d'investisseurs, ruinant des familles entières. Un jour, un homme entra dans la boutique, vêtu d'un t-shirt bleu, sûr de lui. Sous les néons, il ouvrit une boîte noire en cuir contenant une montre Rolex Prince de 1936. Boîtier rectangulaire en or jaune, cadran bicolore. Il affirma que la montre avait appartenu à Madoff et montra des documents officiels du US Marshal Service confirmant sa provenance. Le gouvernement avait saisi la montre après la condamnation de Madoff en 2009. Le vendeur l'avait acheté 32 000 $ dans une vente aux enchères, pensant que l'histoire du propriétaire augmenterait sa valeur. Des modèles similaires, sans lien avec Madoff, se vendent entre 50 000 et 60 000 $. Alors il demandait 75 000 $. Son raisonnement semblait logique. Des objets ayant appartenu à des célébrités ou des figures historiques controversées atteignent souvent des prix fous. Les lunettes de John Lennon, les robes de Marilyn Monroe, même des armes liées à des crimes célèbres. L'histoire donne de la valeur. Mais Rick, prudent, appela un expert en montre. L'expert, équipé d'une loupe de bijoutier, examina la Rolex silencieusement, ouvrit le boîtier, inspecta le mécanisme, puis leva les yeux avec une expression qui annonçait une mauvaise nouvelle. La montre était bien une Rolex Prince des années 30, mais elle n'était pas en état d'origine. Le cadran avait été repeint, la lunette changée et plusieurs pièces n'étant pas de fabrication Rolex. Pour un collectionneur sérieux, ces modifications diminuent fortement la valeur. Sans lien avec Madoff, mais en parfait état, elle aurait valu entre 45 000 et 60 000 $. Mais dans son état actuel, entre 20 000 et 25 000 $. Ironiquement, comme les investissements de Madoff, la montre semblait parfaite, mais cachait des défauts invisibles au premier regard. Rick proposa 15 000 $, expliquant qu'il ne pouvait pas offrir plus. Le vendeur protesta, disant qu'il l'avait payé plus du double. Mais la vérité, c'est qu'il avait misé sur l'infamie de Madoff, sans considérer que l'authenticité compte plus que l'histoire pour les vrais collectionneurs. Rick monta à 18 000, le vendeur refusa en dessous de 25 000. Pas d'accord. Le vendeur quitta la boutique avec sa montre, vivant une petite version de ce que les investisseurs de Madoff avaient vécu, la désillusion. Et maintenant, le pistolet le plus cher et le plus célèbre jamais vu dans cette boutique. Une arme légendaire du cinéma, tenue par l'un des personnages les plus emblématiques de toute l'histoire, Han Solo. Ils ont voyagé jusqu'à Londres rien que pour la voir, et son prix a coupé le souffle à tout le monde, $1 million. Dans le lien suivant, tu découvriras cette histoire incroyable.